Je veux bien que tu reparles de l'accident chez l'ascensoriste que tu évoquais hier. Tu sais, à Paris. Oui, mais j'ai pas tout en souvenir là, faudrait que je prenne le PV. De quel ascensoriste? Parce que j'ai peut-être parlé de plusieurs. 13e. Ah oui, effectivement j'en ai trop en tête. Alors c'est un ascensoriste qui a une particularité, c'est que il travaille de nuit et pour les urgences. C'est-à-dire les ascenseurs qui sont coincés la nuit. Et donc l'affaire était la suivante, c'est que l'ascenseur, et on l'a su après parce qu'avec les ordinateurs il y a des traces, l'ascenseur avait déconné toute la journée, c'est-à-dire qu'il avait fait le yo-yo, ce qu'on appelle, c'est-à-dire qu'il montait, il descendait, mais pas forcément avec quelqu'un à l'intérieur, il déconnait tout seul, quoi. Des traces, tu disais, c'est-à-dire? Des traces informatiques. C'est-à-dire que quand tu reprends l'ordinateur qui est, parce que tous les ascenseurs modernes, et donc ceux qui remontent à 10-15 ans, ont un ordinateur à côté de la machinerie. Qui te renseigne sur les mouvements? Qui renseigne sur les mouvements et avec les alertes qui sont envoyées au siège social de l'entreprise. Et ça sert à quoi? Ben, ça sert à voir quand des gens se plaignent par exemple que l'ascenseur ne marche pas, ils peuvent le contrôler déjà de là où ils sont. Et je pense que, et ça dépend des ascenseurs, des ordinateurs et des logiciels et des boîtes qui les montent, ils doivent savoir où est la panne. Enfin, ils doivent comprendre si c'est un incident mécanique ou si c'est un incident électrique ou si c'est voilà. Et donc il y a du travail de nuit en astreinte peut-être? Ou du travail de nuit? Non, c'est du travail de nuit. C'est-à-dire ils travaillent de nuit. Et ils savent que, alors, je sais pas, ils ont 4 ou 5 arrondissements et ils interviennent à la demande. Chez des particuliers? Non, ils interviennent dans à la les demande immeubles, dans les immeubles. Oui, où habitent des particuliers. Où habitent des particuliers. Non, mais c'est sur la nécessité d'avoir des gens qui travaillent la nuit pour réparer un ascenseur. Alors ça, c'est le fond du sujet, oui. Mais ça peut être aussi dans des entreprises qui travaillent la nuit. C'est pas que des immeubles privés. On peut imaginer une administration, on peut imaginer une banque qui travaillerait la nuit, ils ont besoin d'ascenseurs, bref. Là où il y a des ascenseurs, bref. Et donc, il est intervenu parce que l'ascenseur dans la journée avait été monté, descendu à plusieurs reprises, que des individus avaient voulu monter dans l'ascenseur et puis ils ne l'avaient pas eu, avaient été obligés de monter à pied, enfin bon. Voilà. Et donc quand il est arrivé, vers 22h, 22h30 sur le lieu, mais il ne savait pas exactement ce qui se passait pour cet ascenseur. Et donc, la première chose qu'il doit faire, ça c'est les consignes, c'est d'aller à la machinerie. Alors les machineries où elles sont au sous-sol, dans les caves, ou les machineries sont au dernier étage. Et là, c'était au dernier étage. Donc c'était dans un immeuble de 9 étages, donc il devait monter les 9 étages. Donc la première chose qu'il a faite, mais c'est difficile parce que après l'accident que je vais expliquer, il ne se souvenait de rien. On peut supposer, on sait qu'il est tombé, dans la fosse au fond de l'ascenseur, donc au moins 1, c'est-à-dire dans la cave. On sait qu'il est tombé là. Pourquoi on sait qu'il est tombé là? Parce qu'il y a des traces de sang. A priori, il est tombé du rez-de-chaussée. Pourquoi a priori du rez-de-chaussée? Parce que
La première chose que font les ascensoristes, même si c'est interdit, pas recommandé, j'en sais rien, la première chose qu'ils font, c'est regarder quand ils sont au rez-de-chaussée, ils ouvrent avec leur clé et ils regardent à quelle hauteur est la cabine. Ils ouvrent parce que tout simplement, si la cabine est au sous-sol, ils le verront tout de suite et ils iront au sous-sol. Si la cabine est au premier étage, ils voient qu'elle c'est juste au-dessus et ils iront... bon, voilà. Mais théoriquement, ils sont obligés d'aller là où est l'ordinateur pour voir où est située la cabine. Donc là, l'obligation, c'était de monter au 9e étage. Et je pense qu'il n'est jamais monté au 9e étage. Il a ouvert. Et pour une raison que j'ignore, et que tout le monde ignore, enfin, personne ne m'a donné de solution à cette affaire-là, même s'ils le savent peut-être, il est tombé au fond de la cuve, de la fosse. Et il est tombé sur le ressort, parce qu'il y a une sorte de ressort qui fait 30-45 cm de hauteur et 20 cm de circonférence, non 20 cm de diamètre, qui amortit une cabine quand elle deviendra un peu folle. Et pour pas qu'elle s'écrase au fond, il y a un ressort pour que ça rebondisse et que la cabine s'arrête de descendre. Donc il y avait du sang sur le ressort, il y avait du sang au fond de la cuve. Alors pas en abondance. Il est arrivé, après elle est tombée, semble-t-il, dans les pommes, il est arrivé à remonter au rez-de-chaussée et au moment où il est remonté au rez-de-chaussée, il s'est évanoui. Une nouvelle fois. Voilà. Donc quel était le problème sur le fond? Mais attends, tu m'as perdu. Parce que tu m'as dit, il se souvenait de rien. Comment tu sais, ou comment tu formules l'hypothèse qu'il n'est pas monté? D'où il est tombé? Toutes les portes étaient fermées. À tous les étages. Toi, tu arrives à quel moment? Moi, j'arrive le lendemain. Alors, en même temps, quand tu me dis ça, même la porte du rez-de-chaussée était fermée. Bon, ça démontre quoi? Que, un, il n'y a pas beaucoup de témoins. Que, deuxièmement, il faut se fier aux traces électroniques, informatiques qu'a la direction de l'entreprise. Que ces données ne sont pas complètement fiables parce que ce sont celles de l'entreprise et qu'ils peuvent toujours trafiquer certaines données, ne pas toutes donner, ne pas donner les bonnes explications, parce que moi je ne savais pas par exemple qu'il y avait des traces informatiques, des va-et-vient à longueur de temps. Bon, donc à partir du moment où tu découvres un certain nombre de données informatiques, très bien, mais sont-elles vraiment fiables? Est-ce que l'ordinateur est fiable? Est-ce que le logiciel est fiable? Enfin, etc., etc. Et est-ce que la direction est de bonne foi? Voilà. Donc le problème de fond, de mon point de vue, c'était le fait que, à partir du moment... alors, généralement, les salariés de jour interviennent toujours à deux. Et le salarié de nuit, il intervient tout seul. Et donc il y a une règle quand même, c'est qu'il n'y a pas de travail isolé. C'est la règle. C'est-à-dire qu'il faut qu'un salarié qui tombe, qui se fait mal, qui a un AVC, qui a une crise cardiaque, etc., puisse être secouru dans les meilleurs délais. Quand tu dis une règle, tu parles de quoi? Oui, une règle du Code du travail qui dit organisation des premiers secours, le salarié doit être pas sauvegardé, doit être secouru dans les meilleurs délais. Et dans les meilleurs délais, à partir du moment où c'est un AVC, que c'est une crise cardiaque, il ne faut pas compter plus de 20 minutes, quoi. Voilà. Donc,
il faut faire vite, très très vite. Et donc évidemment, quand tu es travailleur isolé, alors ils te disent, oui, mais le travailleur isolé, d'abord il a un téléphone, et donc le téléphone, si tu as un AVC, tu ne peux pas utiliser le téléphone. Et deuxièmement, il avait un dispositif d'alarme pour travailleurs isolés, c'est-à-dire que quand il tombe, les salariés sont prévenus tout de suite. Enfin, la centrale est prévenue tout de suite. Cela n'empêche que la centrale peut être un peu n'importe où en France. Très bien, elle est prévenue. Mais après, il faut que la centrale prévienne les pompiers de la bonne caserne, dans la bonne ville, etc., etc., ce qui est un peu compliqué. Et il ne faut pas avoir les deux pieds dans le même sabot pour faire ce genre de choses. Et à mon avis, il n'y a pas grand monde de formé pour faire ça. Et puis, troisièmement, un dispositif d'alerte à distance, c'est toujours moins bien qu'une alerte immédiate. Et d'autant plus que pour ce qu'on appelle un DATI, donc un dispositif d'alerte pour travailleurs isolés, un DATI comme Rachida, en sous-sol, ça ne fonctionne pas parce que les ondes ne passent pas. Et donc c'était bien ce qui s'était produit. Et c'est pour ça que le type est remonté au rez-de-chaussée et qu'il s'est réévanoui et qu'il a été trouvé, si je me souviens bien, par un résident qui est remonté du parking et qui n'avait pas d'ascenseur. Voilà, donc le principal, c'était le problème du travail isolé. Et donc c'était en ça qu'il était responsable. Deuxièmement, j'ai estimé que c'était très bien d'avoir un ordinateur, mais que déjà comme premier exercice de monter au 9e étage, personne ne le ferait. Alors là, c'était 9 étages, mais quand il y aura 25 étages, il n'est pas question de monter les 25 étages. 25 étages, tu peux les monter qu'en 10 ou 15 minutes en t'arrêtant obligatoirement tous les 6 étages parce que tu as des battements de cœur tels que tu ne peux plus continuer, comme les grutiers, hein. Ils ont des obligations des paliers, les grutiers, hein, tous les 6 mètres. Bon, donc voilà. Donc ça veut dire que c'est un ordinateur qui est mal conçu dans le sens où on devrait accéder aux données au rez-de-chaussée. Même si l'ordinateur est au 6e, on devrait pouvoir se brancher avec un autre ordinateur portable au rez-de-chaussée avec simplement une clé, pas une clé, une connexion, pour pouvoir savoir ce que dit l'ordinateur au 6e, voire au 20e étage. Voilà, donc c'est sur ces deux infractions que j'ai pénalisé. Et la suite? La suite, le type a perdu la mémoire sur tous ces moments-là. Et puis en fait, il était beaucoup plus blessé que... Enfin, il avait un problème de thorax, il avait un problème de... Si je me souviens bien, de coccyx qui était cassé, enfin non, de bassin, pardon. Et donc, il a dû... Pour avoir et le thorax et le bassin, c'est qu'il a chuté. Il n'a pas chuté de 20 cm. Parce que l'employeur estimait qu'il avait peut-être chuté, alors il n'était pas totalement affirmatif, du premier sous-sol dans la cuve. Et donc il avait fait une chute de 40 cm. Bon. Au vu des blessures, ça ne me semble pas très sérieux. Mais je voulais dire la suite en termes de mesures prises. Alors mesure prise, aucune. Attends, mais toi tu as fait quoi? Un PV? Ah bah alors moi j'ai fait un PV, mais ça c'est pas une mesure. Oui, non, mais je sais Je bien. leur ai demandé de prendre des mesures. Mais il a été classé sans suite ou qu'est-ce qui s'est Écoute, passé? il n'est pas encore passé. Ah, c'est récent. Non, c'est pas récent, ça a 2 ans. C'est la moyenne Non, d'attente? non, je pense que 2 ans c'est classé. Mais si tu veux, voilà, on est tellement dans le présent que ce qu'on a fait, quelquefois, où on n'a déjà pas d'illusion, où on fait mal le boulot, quoi. C'est-à-dire, il faudrait que je relance. C'est-à-dire mon administration qui reprend contact avec les greffes du parquet et qui dit où en êtes-vous? Mais dire déjà à un parquet où en êtes-vous, c'est déjà les vexer, quoi.
Tu as le souvenir d'un cas comme ça où ton administration a relancé? Ah oui, 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 quand on demande, on relance. Oui. Et puis on s'aperçoit que ça a été classé sans suite. Mm. C'est-à-dire que notre administration n'a pas eu de nouvelles, Mm. classé sans suite. Et tu as le souvenir d'un où... Ou rappel à la loi. Tout ça, rappel à la loi. Attention la prochaine fois. Hein. Je vous regarde les yeux dans les yeux là. Hein. Je vous fais les gros yeux. Mm. Là, c'est un rappel à la loi. Et un qui n'aurait pas été classé? Ah bah oui, il y a des PV qui ne sont pas classés quand même. J'espère bien. Alors, Mais le généralement, souvenir d'un généralement où, les, justement, des mesures importantes auraient des- été... Des choses importantes auraient été obtenues? les accidents mortels souvent ne sont pas, alors, sauf exception, j'en ai parlé hier, puisque le type avait du cannabis dans le sang, généralement ils sont suivis. Mais si tu veux, le parquet, il aime mieux se retrouver avec une petite boîte avec une grosse boîte. Mais pour te donner un exemple, mais totalement dramatique, mais j'en ai peut-être déjà parlé, c'est la réfection d'un immeuble tout en hauteur, peu de surface par étage, 40-50 mètres carrés. C'est un ancien, je pense un ancien bordel, qui a été réhabilité en hôtel. Et donc la façade faisait 15 mètres, la profondeur faisait 10 mètres, quoi. Donc c'était très peu d'espace et beaucoup d'escaliers. Et donc c'était deux petites entreprises qui avaient pris ça, de fait deux artisans. Et ils travaillaient à 4-5 là-dessus, pour un an. Et donc ils n'avaient pas trouvé. Donc je suis appelé par la police, je viens faire l'enquête. C'était un jeune apprenti qui était tombé parce que les deux employeurs avaient trouvé l'idée géniale de faire dans tous les planchers des trous d'1,50 m sur 1,10 m ou 1,20 m pour faire descendre les gravats. Et donc sur 5 étages, tu avais un trou de 1,50 m sur 1,20 m pour descendre les gravats. Donc il cassait tout, et la seule chose qu'il gardait, c'était éventuellement les poutres en bois, et il cassait entre les poutres en bois, éventuellement rajouter des poutres métalliques, et après réaménager à partir de ces planchers solides, de réaménager, enfin de refaire l'électricité, de la maçonnerie, une salle de bain, une cuisine, voilà. Donc, de fait, ça faisait 5 petits appartements avec un escalier qui bouffait énormément d'ailleurs. Je ne crois pas qu'ils avaient eu l'idée de mettre un ascenseur, mais je ne sais plus. Voilà. Et donc l'apprenti est tombé dans un de ces trous. Et alors dans un de ces trous, c'est un peu compliqué parce que les deux employeurs m'ont dit « Ah, il est tombé du rez-de-chaussée au sous-sol, sur le tas de sable. » Et lui a toujours dit « Je suis tombé du 4e étage jusqu'au sous-sol. » Et donc il tombe sur un tas de sable et il se casse l'épaule, l'omoplate, point. Et il le soigne pour ça. Donc je fais un PV aux deux boîtes, en estimant qu'elles étaient responsables. Alors la version d'un des employeurs, c'était de son employeur, lui était apprenti. L'employeur était un artisan, donc un mec qui travaillait tout seul. Il n'avait pas à passer là, à côté du trou, sauf que le trou, il prenait vraiment une énorme place dans le plancher. Il n'avait pas à passer à côté du trou. Sauf qu'à côté du trou, il y avait des tas de sable à tous les étages, il y avait des stockages de ciment, il y avait des œufs, et entre autres pour aller au WC, il fallait qu'il passe à côté du trou. Et il y avait des WC ou des anciens WC à tous les étages, au même endroit, et donc forcément pour aller au WC, il fallait passer là. Alors est-ce qu'il allait au WC ou pas? Mais l'idée de dire qu'il n'avait pas à passer là, c'était... Donc s'il n'avait pas à passer là,
à côté d'un trou, il n'avait pas passé à côté. Normalement, un trou doit être protégé, une trémie doit être protégée. Et donc, on ne doit pas pouvoir tomber dans une trémie, puisqu'il y a un garde-corps, c'est-à-dire une sorte de balustrade solide, autour de chaque trémie. Et là, il n'y avait, sur les 5 étages, donc 5 trémies, aucune protégée par un garde-corps. Voilà, il est tombé là. Et puis, je fais un PV contre la boîte. Ça va au tribunal. Le procureur poursuit et donc il y a une audience. Et donc le patron, il n'y avait qu'un patron qui a été mis en cause alors que l'autre, moi je l'avais mis en cause. Et comme ils étaient en collaboration, en coactivité, l'un et l'autre étaient responsables, mise en danger d'autrui, étaient responsables d'avoir laissé ces trous, puisque chacun travaillait. Et donc, si je me souviens bien, l'employeur a été condamné pour l'accident du travail à 1 000 €. Parce que, a-t-il dit, et c'était peut-être la réalité, hein, il gagnait 2 500 € par mois, cet employeur. Voilà, 1 000 €, donc pas cher payé quand même. Mais le type à la barre était extrêmement... il pleurait abondamment, quoi. L'un des deux employeurs? Oui, l'employeur de l'apprenti. Ouais, il pleurait, il n'avait pas arrêté de pleurer. Quoi. Pleurer avec des larmes. Qu'est-ce qu'il faisait pleurer? Eh bien, c'était l'accident, il en était encore complètement bouleversé. Alors c'était peut-être un comédien, hein, j'en sais rien moi. Mais a priori, ça avait l'air sincère. Il était extrêmement touché par cet accident parce qu'il avait pris un apprenti. Ça faisait 20 ans qu'il travaillait tout seul. Enfin bon, donc pour lui, c'était un drame. Voilà. Et puis après, ou avant, non après, j'apprends que, alors je sais plus comment, par l'avocat de l'apprenti peut-être. J'apprends que l'apprenti est en hôpital psychiatrique. C'est-à-dire qu'en fait, l'épaule, l'omoplate, mais il est tombé sur la tête. Et donc, 5 ou 6 ans plus tard, il avait 17-19 ans, je ne sais plus, il avait 25-26 ans et il avait séjourné plusieurs mois à l'hôpital psychiatrique. Quoi. Ça, tu l'apprends 5 ans plus tard, ouais. Ou c'est 5 ans plus tard qu'il a ce problème? Non, je l'apprends 5 ans plus 3 ans plus tard, enfin après l'audience. Oui. Bon. Et alors, il y a 4 mois là, le mec me téléphone, l'apprenti, qui n'est évidemment plus dans la boîte depuis très longtemps, et qui me dit: bonjour monsieur, vous avez fait une enquête à l'époque. À l'époque, j'étais pas en forme, donc j'ai pas du tout suivi l'audience. J'y étais pas d'ailleurs. Je sais pas ce que vous avez écrit. Est-ce que vous pourriez m'envoyer votre rapport d'enquête? J'ai dit oui, pas de problème. Pourquoi? Ah ben j'ai vu avec mon avocat. En fait. C'était pas un accident du travail. J'ai dit ah bon, bon, oui. Et alors, c'est quoi? Eh ben, c'était une tentative d'assassinat. J'ai dit attendez, tentative d'assassinat, quelqu'un vous aurait poussé? Je lui dis bon. Et il me dit si, quelqu'un m'a poussé parce que. Je dis, mais pourquoi ils vous auraient poussé? Ah ben parce que j'avais un statut et que eux, les 2-3 salariés de l'autre employeur, n'étaient pas déclarés ou je ne sais quoi. Alors ces salariés, je ne les avais pas vus lors des enquêtes. Et donc ils étaient jaloux de mon statut et c'est pour ça qu'ils m'ont poussé. J'ai écouté très sérieusement
Bon, vous me le dites, je